Bonjour Marie-Pierre. Merci d'être présente. Et alors, tu habites moins loin de Paris et c'était plus possible pour toi que les autres intervenants. Non, c'est pour les deux. Non, parce que, non. Voilà, Roland prend des initiatives. Ouais. Tu es psychopédagogue, ça c'est ton métier. Alors, en fait, j'ai été enseignante, psychothérapeute, et après les deux parties en fait se sont rejointes. Je dois le voir ici. Ça a du sens ça a du sens dans l'association des deux, et donner des informations qu'on peut apprendre à l'école sur la manière d'être et d'être ensemble. Tu as fondé l'association Educat, dont la vocation est de participer à l'avènement d'un monde fondé sur le respect de l'homme et de la nature, en valorisant le processus de coopération. Ton sujet, c'est bien la coopération dont nous parlions tout à l'heure. Outre le développement de la coopération entre les humains, tu proposes de mettre en lumière et de d'éclairer pour mieux s'en libérer les conditionnements qui limitent les réalisations et les compétences des personnes, des enfants comme des adultes. Et tu es l'auteur de ce livre, celui-là, donc Jamais victime, et Avant pour une éducation apaisée. Et j'adore aussi Plein de cœur. Le chant? Nous n'avons plus de problème. Courage Marie-Pierre. Tu as des encouragements. Merci. Parfait. On applaudit Marie-Pierre. Parfait. Là, j'ai l'impression. Qu'est-ce qui se passe? Elle cherche le peu. Okay. Là, on entend bien, on voit bien. On est dans la sérénité, la tranquillité. Oui, oui, on serait un peu embêté. On voit que c'est fragile. De la peur à l'amour, une question de conscience. Je suis. Voilà, c'est l'introduction, donc nous allons pouvoir passer à la deuxième slide. Parle fort. Parle fort. Bien, alors inspiration, parce qu'en fait, j'ai entendu tout à l'heure Laurence en parler de cette attention à ceux qui nous avaient précédés, de pouvoir se dire que d'autres personnes ont planté des graines avant nous et ont été précurseurs, ont été visionnaires à certains moments, et je trouve ça toujours intéressant de s'en inspirer. Donc, j'ai sélectionné deux hommes de cœur, Laurence. Ah, je croyais que j'étais un homme de cœur. Là, tout d'un coup, je suis là. Donc, cet homme de cœur extraordinaire, Fatine qui le dit avec ses mots, mais je trouve ça tellement puissant, en fait. Hein. C'est simple, mais c'est vraiment une manière de dire que voilà l'essentiel dans la vie. Hein. Voilà ce qu'il faut qu'on fasse, retrouver notre humanité. Et le deuxième homme de cœur, bien petit hommage, puisqu'il nous a quittés il y a peu de temps. Et il va donc, pour moi, amorcer la réflexion que je vais avoir avec vous sur les conditionnements. Donc, nous poursuivons. La question, en fait, que l'on peut se poser, Laurence, voilà, c'est comment est-ce qu'on peut mettre notre pouvoir entre les mains d'autorité jusqu'à s'oublier soi-même? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi fait-on ça? Parce qu'en fait, il faut se poser ces questions. En fait, on peut constater, on observe aujourd'hui. Je pense que vous avez, parmi vos proches, parfois dans des familles, même des fois, on sait bien combien ça peut créer de souffrance et de distension, des personnes où on ne comprend pas ce qui se passe, en fait. On ne comprend pas qu'elles soient autant, pour reparler du Covid, mais je ne vais pas parler du Covid puisque c'est un sujet quand même très sensible aussi aujourd'hui, mais néanmoins, vous allez comprendre le lien qu'on peut faire. Je voulais évoquer à travers cette question les expériences de Milgram. Donc, tout le monde connaît Milgram. Mais le problème, quand j'ai découvert ça, j'ai été effectivement très, très, très intéressée aussi. Vous savez que s'il a fait ces expériences, cet homme, c'était dans les années 60, c'est parce qu'il ne comprenait pas pourquoi des citoyens ordinaires, pas des pervers, pas des gens particulièrement détraqués, avaient pu se comporter d'une manière aussi terrible, c'est-à-dire d'emmener des enfants, des femmes, des hommes innocents à la mort, parce qu'on leur donnait des ordres. Il a été lui-même très étonné des résultats, hein, puisqu'il pensait qu'il y aurait, dans son expérience, vous la connaissez, je ne vais pas la renommer puisqu'elle est assez célèbre, mais il ne pensait pas trouver ce résultat-là.
Vous vous rappelez combien c'est? Le nombre de personnes qui appuient sur, qui tournent le bouton jusqu'à 450 volts? 85%. Ah non, vous êtes... 70. Non, c'est moins quand même. Bon, enfin, c'est déjà énorme. C'était 65,5%. 65,5% qui sont capables de tuer sur ordre. Voilà, des gens qui ne connaissent pas, qui ne leur ont pas fait du mal. Alors, une fois qu'il a fait émerger ça, que tout le monde s'est dit « Oh, mais c'est incroyable le pouvoir de la soumission à l'autorité ». Mais ça s'est arrêté là parce qu'on n'a pas cherché pourquoi. Parce que c'est quand même la question, en fait. Pourquoi aujourd'hui, il y a un enfant sur 4, enfin un enfant sur 4, excusez-moi, un enfant tous les 4 jours qui meurt sous la maltraitance? Pourquoi il y a des réseaux de pédophilie qui sont en train de se révéler actuellement? Je pense qu'on va découvrir des choses absolument épouvantables. De centaines de milliers d'enfants par an qui sont dans les réseaux de pédophilie, avec des sacrifices. Parce que, voilà. Pourquoi? Parce que tant qu'on ne parle pas du pourquoi, et mon sujet était de travailler aussi autour du harcèlement dans les écoles, tant qu'on ne sait pas pourquoi il y a harcèlement, on ne peut pas traiter le problème. On peut se dire, ah ouais, non, c'est pas normal, hein. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Bon, donc on passe à un éclairage qui va essayer de comprendre pourquoi, en fait. Voilà. Laurence. Essayer de trouver un éclairage. Alors, comme ça a été dit ce matin, Laurence. Encore. Voilà. Donc, ça, vous le savez tous, on le sait tous, on en a tous la conscience, on en a perdu la puissance complète, mais en fait, quand on arrive sur cette terre, on est juste sujet d'amour. Moi, j'ai un petit-fils qui a 18 mois, je redécouvre avec lui le bonheur de vivre avec cet enfant par moment et de voir combien il est tout enthousiaste. Donc, vous savez, l'enthousiasme, la racine du mot enthousiasme, c'est relié au divin. Et les enfants, les bébés, ils sont enthousiastes. Ils veulent rencontrer les autres, découvrir. Enfin, je veux dire, le monde leur appartient. On était comme ça, en fait. C'est notre énergie vitale. On a ça en nous. Donc, ça guide effectivement notre vie. Ça nous met en connexion, mais ça, je le reprendrai plus tard. Et alors voilà, la question qu'on peut se poser, c'est que finalement, comme on a besoin de cet amour-là pour grandir, pour vivre, pour se développer, eh bien, on est dépendant des figures d'autorité qui vont nous élever. Et si on n'est pas aimé pour nous-mêmes, je ne sais pas qui a été aimé pour soi-même bon, je ne vais pas poser la question. Si on n'est pas aimé pour soi-même, c'est-à-dire pour ce que l'on est, simplement ce que l'on ressent, ce que l'on pense, mais qu'on va sentir qu'on est aimé que si on correspond à ce que l'autre attend de nous, on va se suradapter. C'est-à-dire on va modifier nos comportements. On ne va plus forcément écouter tout ce qu'on a en nous, parce qu'on l'a déjà dit, ça. Un enfant qui est en colère, il est en colère, il ne va pas se poser les questions quand il a 18 mois. Bah non, il ne faut pas que je sois en colère parce que maman ne va pas être contente. Non, il ne va pas se poser de questions, il va exprimer une émotion. Or, l'éducation telle qu'elle est posée la plupart du temps avec des gens qui eux-mêmes ont été éduqués de cette manière-là, même si c'est mieux quand même aujourd'hui, il y a quand même des ouvertures, des prises de conscience des nouveaux parents. Mais néanmoins, il y a quand même quelque chose qui se conditionne avec le temps. C'est-à-dire qu'en fait, même si on adore nos enfants, on les réduit. Enfin, moi, j'en ai eu 3. Après coup, je me dis qu'effectivement, moi aussi, j'ai participé à leur réduction de leur potentialité. C'était pas une intention de ma part, évidemment, mais ma manière d'être a amené ça. Donc, pour être aimé, les enfants se mettent dans une posture où ils sortent un petit peu d'eux-mêmes, ils se décalent, voire parfois ils se décalent énormément, et on grandit comme ça. Et on grandit comme ça avec une illusion, en fait, quand on est dans une liberté. Et voilà, les émotions sont niées, les croyances s'installent, parce qu'il faut bien des croyances pour continuer à vivre et à trouver du sens. Vous savez que les enfants qui sont maltraités, en fait, soutiennent toujours leurs parents, parce qu'ils pensent que c'est eux qui sont pas gentils. C'est à cause d'eux que ça s'est passé. Donc, il y a tout un scénario qui s'établit. Alors, on a chacun nos histoires, on a chacun nos conditionnements, on n'a pas tous des histoires dramatiques, mais néanmoins, on a tous été limités. Ça, c'est ce qu'il faut vous dire, et ce qu'on entend d'ailleurs depuis ce matin, c'est qu'on a des compétences bien extraordinaires en nous, que ce soit les compétences de se relier à nous-mêmes, de se relier à plus grand que nous. On a des compétences de découverte, d'exploration du monde, et en fait, malheureusement, parfois, on pense qu'on n'est pas capable. On pense que c'est pour d'autres, on pense que c'est dans les films. Et ça, c'est faux, en fait. C'est faux. On est des êtres merveilleux, en fait. On est arrivé avec tout était présent. Il n'y avait rien à créer. Alors, sabotage. Alors, Marie-Pierre, je sais pas dans la mienne. C'est pas grave, je ne t'en veux pas.
Donc, en fait, je crois que dans la phrase précédente, voilà, c'est ça, j'avais indiqué, en fait, illusion de vie, nous entrons dans un processus de survie. Je crois que c'est quelque chose un peu comme ça, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui nous amène à vivre et à récupérer quand même suffisamment de signes de reconnaissance, d'amour, pour continuer à avancer dans la vie, mais on est bien en deçà de ce que l'on aurait pu faire. On est bien en deçà de ce que l'on pourra faire dans le nouveau monde, hein, parce que, bon, on y croit quand même, hein, au changement. Alors, mais qu'est-ce qui se passe, Laurence? Mais non, mais excuse-moi, on a voilà. C'est bon. Voilà, donc tu peux passer à la suivante. Bon, voilà, donc mon travail, en fait, aujourd'hui, dans le cadre d'une association avec d'autres collègues complémentaires de ce que je peux faire, enfin vraiment avec une belle énergie, on a mis en place certaines actions et l'idée est donc d'agir sur l'éducation. Plus on agit sur les enfants tôt, c'est-à-dire plus ils entendent certains messages. Bon, c'est bien si on accompagne les parents aussi, mais ça, je ne vais pas développer là-dessus. Mais si on agit le plus tôt possible, eh bien, effectivement, on va éviter aux enfants de tomber dans les travers dans lesquels nous avons été. Donc, pour cela, c'est de revenir un peu aux pédagogies nouvelles. Vous savez que les pédagogies nouvelles, on les a trouvées, on les appelle toujours nouvelles d'ailleurs, hein, alors qu'elles datent quand même depuis longtemps, elles sont toujours à titre expérimental. Et en fait, pourquoi elles ont été créées, ces pédagogies-là? Vous savez quel était le déclic? Qu'est-ce qui a fait que ces pédagogies ont vu le jour? En plus, dans plusieurs pays différents, enfin, il y a des gens qui ont été précurseurs du même mode de pensée. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi d'un seul coup ça a émergé? C'était après la guerre. C'était qu'après la première guerre, déjà. Et ensuite, ça s'est poursuivi, ça ne s'est jamais perdu, puisque finalement, on parle toujours de pédagogie nouvelle, les graines, les ferments sont toujours restés. Mais les précurseurs de ces pédagogies-là se sont dit, comment peut-on élever les enfants pour que la guerre n'existe plus? Comment peut-on élever les enfants pour qu'on les mette dans des processus de coopération et non pas de compétition? Et c'était donc un retour à soi avec bienveillance, s'entraider pour apprendre, etc. Donc, ça partait vraiment d'une intention d'une autre société. Alors, vous avez pu voir combien ça a été marginalisé. En plus, ça a été beaucoup orienté après dans des lieux un peu plus, je dirais, les gens étaient plus favorisés. Alors qu'au départ, Maria Montessori et d'autres étaient vraiment impliqués dans des quartiers pauvres. En fait, ce qu'ils voulaient, c'est travailler avec tous les enfants, permettre aux enfants de devenir meilleurs, de leur permettre de se développer justement et de ne pas cultiver le mal-être en eux qui ferait qu'ils deviendraient violents, agressifs ou souffrants. Donc voilà, l'origine des pédagogies nouvelles. Donc, l'idée, c'est que ça ne devient pas nouveau, c'est qu'on puisse en faire quelque chose. Et comme nous sommes dans une phase de transition, tout le monde le dit, on l'espère, on prie pour qu'effectivement on aille vers autre chose, eh bien, c'est le moment, en fait. C'est le moment d'installer une autre manière d'éduquer les enfants, et pas juste de manière anecdotique. Donc, alors, 3 messages éducatifs essentiels sont diffusés donc, dans cet accompagnement qu'on a avec les enfants, et donc je vais vous les faire partager. Le premier message, c'est « Vous êtes formidables ». Vous êtes des génies en puissance, vous êtes bourrés de talent, et bon, ils ont un peu de mal au départ hein, quand on leur dit ça, quel que soit l'âge. Hein, c'est-à-dire qu'ils ont tellement de croyances, alors liées souvent à leurs résultats scolaires, ou même certains ont de bons résultats scolaires, mais ils ne se trouvent pas forcément ni créatifs, ni intéressants, ni géniaux. Donc, ils ont besoin d'entendre qu'ils ont ça en eux, que c'est vraiment parce qu'ils pensent et qu'ils vont développer leurs compétences que ça va pouvoir avoir lieu. Sinon, ils vont rester un peu étriqués dans leur fonctionnement. Donc, tu peux mettre la suite. Voilà, c'est de leur dire, voilà, vous avez ça en vous et je ne vous dis pas ça parce que vous êtes… je ne dis pas ça pour faire plaisir, en fait. Vous êtes réellement comme ça. Quand je pose la question, je ne vais pas vous le faire à vous, parce que je ne vais pas vous le faire à vous, mais quand je pose la question dans une classe en disant… Tiens, allez, ceux qui sont intelligents, là, levez la main, s'il vous plaît. Ceux qui pensent qu'ils sont intelligents. Il y en a quelques-uns. Alors, il y a toujours le meilleur de la classe qui dit, hop, il y en a un, bon, 2 éventuellement, mais tous les autres, ils pensent qu'ils ne sont pas intelligents. Non, mais vous voyez ce que ça fait comme processus. C'est-à-dire, si je pense que je ne suis pas intelligent, confronté au moindre problème qui va être devant moi, un échec, une incompréhension, eh bien, je vais arrêter parce que je pense que je ne suis pas intelligent. Ça change tout, c'est-à-dire c'est des croyances qui sont renforçantes. Et à partir du moment où on renforce ces croyances, eh bien, on met notre vie selon le modèle qu'on a de soi. Donc c'est et les enfants peuvent très vite le comprendre, ça. C'est pas parce que je me plante, c'est pas parce que j'ai pas réussi quelque chose, c'est pas parce que je ne comprends pas que je ne suis pas capable. Je suis capable, simplement, il faut que je cherche, il faut que je me fasse aider, il faut que je travaille davantage, mais c'est pas lié à mon intelligence. Vous êtes tous extraordinaires.
Bon, je n'ai pas le temps, mais je vous raconterai sinon l'histoire de Thomas Edison, qui a été considéré comme un enfant nul, est devenu un des plus grands génies du monde parce que sa mère a eu confiance en lui. Parce qu'il a été viré avec le mot de l'instit qui disait qu'il n'était pas vraiment, il avait un problème. Bien, alors, comment en sortir? Alors, c'est vraiment, ça part de ce qui a été dit aussi ce matin, enfin, c'est vraiment le même axe, c'est l'amour de soi. Alors, ce n'est pas l'amour égoïste de soi. Moi, je suis super bien, puis les autres, non. Mais ça passe par là, parce que si on ne s'aime pas, on ne peut pas aimer les autres. Si on n'a pas un amour et un respect de soi, on ne peut pas être dans de belles relations aux autres. On n'est que dans des relations de compensation. Alors, soit on va se mettre à l'écart parce qu'on pense qu'on est nul, soit on va avoir des positions de pouvoir. En ce moment, on a plein d'exemples de gens qui ont des positions de pouvoir, prennent le pouvoir sur les autres. Moi, je vois dans le collège où je travaille une fois par semaine, il y a l'intendante, je ne sais pas ce qu'elle a, mais le fait que les enfants aient des masques, pour elle, c'est jouissif. C'est-à-dire qu'elle est sans arrêt en train de dire « monte ton masque au-dessus de ton nez !» Parce que les enfants, ils le mettent là pour respirer un petit peu. Et elle hurle, elle passe son temps à hurler dans le couloir. Et avant, on ne l'entendait pas. Enfin, je ne la voyais jamais, elle n'était jamais dans les couloirs. Donc, visiblement, elle trouve un intérêt à pouvoir être à cette place-là. Un élément de pouvoir qui lui permet de… Donc, ou alors, on peut être dans une surcompensation, c'est-à-dire qu'on va aider les autres, et puis on va s'oublier. Et ça se passe toujours mal aussi au bout d'un moment. Donc, penser à s'aimer soi-même, c'est essentiel. Alors, ça ne se décrète pas, l'amour de soi. On ne dit pas, allez, ça y est, décidé, hop, je m'aime. Ça demande un travail, ça demande un parcours qui passe par deux voies. Donc, c'est d'une part se reconnecter émotionnellement. Donc, il y a tout un travail à faire. Les émotions, elles sont porteuses d'une information. C'est-à-dire, parce que j'ai cette émotion-là, il y a un besoin qui est en moi, et comment je vais faire part de ce besoin, comment je vais agir sur mon environnement pour faire que cette émotion disparaisse. Donc, c'est extrêmement riche. En fait, on est doté d'une manière d'être au monde qui nous permet d'avancer en allant là où on a envie d'aller, en étant le plus confortable possible, en agissant quand c'est inconfortable, etc. On a ça en nous. C'est présent. Simplement, il faut l'apprendre. Et le second point, bon, repérer et chasser les croyances limitantes, c'est tout un travail qu'on fait aussi avec les enfants. Qu'est-ce qu'ils se disent dans leur tête? Voilà. Quelles sont les petites phrases que tu as des fois dans la tête, pas très sympas sur toi? Je veux dire, quand on fait un petit point sur une classe qui met des petits papiers dans des boîtes et qu'on dépouille les papiers, on est horrifié. Horrifié. Et j'ai fait ça avec des enfants plus grands, dans des écoles privées, dans des écoles un peu plus prestigieuses, où les enfants sont plutôt amenés à être dans des postes, à faire des écoles d'ingénieurs. Mais c'est désastreux ce qu'ils pensent d'eux. Et en plus, ils ont peur de ne pas être à la hauteur de ce que leurs parents attendent d'eux-mêmes. Donc, ils sont vraiment dans un étau qui les met en souffrance. Donc voilà, travailler sur ces deux points-là permet effectivement donc de développer l'amour de soi. Si je fais ça, j'ai plus confiance, je me connecte à mon intuition. Donc, on peut passer à la suite. Le second message, vous avez le pouvoir de vous transformer, de transformer le monde toute votre vie. Donc ça, c'est formidable comme projet. C'est-à-dire que ce n'est pas se dire « maintenant, l'âge que j'ai, c'est fini ». Quel que soit l'âge, là où on est, on a le pouvoir de se transformer. Simplement, il faut le porter en soi. Si on ne le croit pas, ça ne se passera pas. Mais on n'est pas obligé d'accepter des choses qui ne sont pas confortables. Même si on ne sait pas encore comment faire pour s'en sortir, on va trouver. Donc ça, c'est vraiment important de les mettre dans cette énergie-là. Et l'entraînement à soi alors, favorise l'intuition et connecte à la joie. C'est-à-dire que la joie, ça a été dit ce matin par Audrey, je crois aussi, qui a parlé de la joie. La joie, ça ne se décrète pas. On ne dit pas, allez, maintenant, on va être joyeux parce que c'est plus sympa. La joie, elle arrive naturellement. À partir du moment où on se connecte à soi, on est en contact avec ses intuitions, où on est capable d'être en reliance avec les autres parce qu'on écoute ce qui se passe en nous et on n'a pas honte de ce qui se passe en nous, eh bien, on est forcément joyeux. Alors, bien sûr, il y a des moments moins, mais je veux dire, la joie arrive naturellement. Ce n'est pas quelque chose qu'on a à construire. Alors, nous créons notre futur avec notre cœur. Alors ça, j'adore Philippe Guillemont. Je vous invite fortement à lire son dernier livre qui s'appelle « Le grand virage de l'humanité ». C'est extraordinaire. En plus, il est plus accessible parce qu'à un moment donné, c'est quand même un peu compliqué. Alors, voilà l'histoire que je raconte aux enfants par rapport à ça. C'est vraiment une histoire d'agir sur la matière, mais avec son cœur. Est-ce que vous connaissez le docteur Péoche? Vous ne connaissez pas le docteur Péoche? Le petit poussin. Oui, voilà. Alors, bon, on va raconter aux autres. Parce que le docteur Péoche est un monsieur qui a présenté sa thèse en médecine en 86. C'est assez récent. Et ce monsieur, il a quand même une démarche différente des médecins habituels. Il s'est dit qu'il allait faire une expérience pour vérifier si l'esprit avait une possibilité d'agir sur la matière. Il a utilisé des poussins.
Parce que les petits poussins, quand ils sortent de leur petit œuf, en fait, ils vont adopter comme figure maternelle le truc qui bouge, si c'est un objet ou un animal ou une personne. Si vous vous trouvez à côté d'un œuf qui est clos, ils vont vous prendre pour le père et la mère et ils ne vont pas vous quitter. Donc, en fait, il est parti de cela, pour toutes les théories sur l'attachement, pour pouvoir faire des expériences. Il a utilisé des milliers de poussins. C'était vraiment une expérience scientifique. Et il met le petit robot qui a un déplacement aléatoire, très, très précis, vraiment aléatoire, c'est-à-dire qu'il se déplace sur un espace avec le poussin qui le suit, jusqu'à ce que le lien se fasse vraiment d'une manière significative. Au bout d'un moment, il met le poussin dans une cage en verre et il laisse donc le petit robot se déplacer à nouveau de manière aléatoire. Et là, surprise, bon, le petit poussin, évidemment, ne veut qu'une chose, c'est que le robot se rapproche de lui, puisque c'est sa mère, hein, donc il piaille, il fait plein de choses. Mais ce qui est absolument incroyable, c'est que le robot se rapproche du poussin. C'est-à-dire que la trajectoire du robot, de façon extrêmement significative, est plus proche du poussin qu'elle ne l'était dans les expériences précédentes. D'accord. Et si on met un poussin qui a déjà une mère dans la cage, il ne se passe rien. D'accord. Donc c'est... Alors je raconte ça aux enfants qui ouvrent les yeux comme ça en disant « Waouh !» Je dis « Bah oui, vous voyez, donc en fait, quand l'énergie part du cœur, on ne sait pas trop expliquer comment aujourd'hui. On ne sait pas expliquer pourquoi. Mais on s'en fout. Pour l'instant, on arrivera certainement à l'expliquer. Mais quand on a une énergie qui part du cœur, on peut modifier sa réalité. On peut faire que les choses changent. Donc, on fait des petits exercices le matin sur le fait que je me projette sur le fait de vouloir être meilleur. Ou voilà. Donc, c'est des choses où les enfants s'entraînent, en fait, à pouvoir expérimenter une fois qu'ils ont compris ce principe-là et partager leur expérience sur ce sujet. Voilà. Et vous pourrez regarder parce que, alors, entre parenthèses, c'était quand même intéressant comme étude. Je veux dire, elle est partie dans le placard. Hein. Il n'y a eu absolument rien qui s'est fait par rapport à ça. Parce que l'objectif de nos gouvernants depuis fort longtemps, ce n'est pas que nous soyons éclairés. Ce n'est pas que nous prenions notre vie en main. C'est que nous continuions à être soumis. Voilà. Hein, donc, tout ce qui dérange, et l'Académie de médecine est beaucoup malheureusement aujourd'hui dans ce sens-là, c'est-à-dire on fait des gens qui sont très conditionnés à pouvoir diffuser des traitements et des protocoles. Voilà. Troisième message. Alors, donc ça a été largement dit, je ne vais pas parler plus que ça. Donc, conscientiser le je pour aller vers le nous, c'est ce que je vous dis, ça ne se fait pas à l'inverse. Hein, c'est vraiment parce que je suis dans ma personne, dans ma conscience de moi-même, je peux m'ouvrir et aller vers les autres, hein, pour aller vers le nous. Devenir meilleur grâce à l'autre, alors ça c'est formidable, là on nous apprend des classements, t'as les bons, les mauvais, non, je peux devenir meilleur grâce à l'autre. Donc il y a des processus à mettre en place dans les écoles où les enfants peuvent apprendre ensemble, s'aider mutuellement, se protéger, créer des projets. Enfin, je veux dire, c'est pas compliqué à mettre en place, mais il faut une volonté de le mettre en place. Et là c'est pareil, aujourd'hui l'école formate les enfants d'une certaine manière. Et je disais tout à l'heure à une personne avec qui j'ai eu un petit échange, ce projet que nous mettions en place, il est déjà en germe depuis quelques années. En fait, on avait commencé dans un établissement scolaire, on a été obligé de partir parce que des parents ont dit qu'il y avait une secte qui était rentrée dans l'établissement. Voilà. Et donc là, on a réfléchi, on est revenu après, plus tard, autrement. Voilà, investir et développer son empathie. Donc, je passe. La méthode, tu as tout compris. Donc là, je ne vais pas en parler parce que si vous voulez avoir plus d'informations, il y a sur le site ou en me contactant, je pourrais vous en parler, vous dire comment ça fonctionne et comment on a mis en place cette méthode. Et je remercie Blanche, notre graphiste, qui nous a fait un petit personnage fantastique là, qui permet d'accompagner justement sur la connaissance des émotions. Et vous le voyez là, dans différentes postures qui représentent des émotions. Bon. Pensez que vous êtes d'accord, hein, on est tous là pour ça. Donc voilà, donc le principe est le même, hein, c'est de revenir à soi-même, de faire confiance à son instinct et de se relier aux autres pour agir ensemble, voilà, en conformité avec nos valeurs. Et c'est ça aujourd'hui qu'on a à faire, et c'est ça qu'on a envie de faire, et c'est ça qui se met en place. Alors, j'ai récemment partagé avec des amis un film qui s'appelle « On est imbattable ». On est N-A-I-T. On est imbattable. Alors, je partage avec vous cette interrogation parce que ça se passe en Suède. Et en Suède, il y a déjà une génération, voire un peu plus d'une génération, qui a mis en place l'éducation non violente dans les classes. Et donc, ça a forgé d'autres citoyens. Et par rapport à la gestion de la crise aujourd'hui, ils n'ont pas été confinés, ils n'ont pas porté de masque, on ne les a pas pris pour des enfants de 3 ans, on ne les a pas parlé comme s'ils étaient immatures, parce que je pense que ça n'aurait pas fonctionné.
On leur a expliqué qu'il y avait des mesures, des gestes barrières, ils se sont fait vacciner, il y a eu des choses qui se sont malgré tout produites, mais on peut quand même s'interroger. Et se dire que ce protocole en amont, hein, de former des enfants qui sont en capacité de dire non, qui sont en capacité de penser par eux-mêmes, eh bien ça en fait des citoyens et non pas des sujets. C'est là-dessus. Oui, il y a juste une phrase encore à mettre, si tu veux bien. Voilà, de Margaret Mead. Ne doutez jamais qu'un petit nombre de citoyens réfléchis et engagés puissent changer le monde, mais je pense qu'on en est tous convaincus. Ça aurait été dommage d'arrêter. Marie-Pierre, pendant que Ivan te décode le chat, s'il y a une ou deux questions dans la salle et que moi je tente de dénouer une ou deux questions dans la salle. J'ai une question. Roland, vas-y. Devant le micro, il ne peut pas. Ouais. Oui. Pour moi, la chose la plus complexe, la plus difficile, c'est d'oser montrer sa vulnérabilité. Et ça, c'est vraiment je ne sais pas comment, je ne sais pas si c'est une question, mais c'est plutôt un constat, quoi. Voilà. Et peut-être que tu as quelque chose à dire là-dessus, parce que… Alors, merci de cette interrogation, parce que tu vois, ça fait partie du travail qu'on fait avec les enfants. Parce qu'on leur est… Elles sont ni bonnes ni mauvaises, elles sont… Si ils ont entendu dans leur milieu familial pleurer, par exemple, pour un petit garçon, eh bien, ils ont entendu, ou alors ils ont vu la réaction. Non, mais alors, tu vas quand même pas pleurer pour ça. Allez, sois fort, t'es un garçon. Bon, eh bien, à force d'entendre ce genre de message, eh bien, effectivement, l'enfant entend qu'il n'est pas aimé s'il est vulnérable et il faut qu'il soit fort dans les situations de vie qui se présentent à lui. Et là, il se décale de ce qu'il est véritablement, de sa sensibilité. Et malheureusement, beaucoup de petits garçons ont entendu ces messages-là et ont pu en souffrir dans leur vie ensuite parce que la sensibilité, elle est là, sauf qu'on s'interdit de l'exprimer. Donc, dans le fait de faire une éducation à l'émotion, aux émotions, telles qu'elles soient, sans juger le fait qu'elle soit bien ou pas bien, de comprendre à quoi ça sert. Parce que quand on est triste, en fait, de quoi on a besoin? Quel est le besoin derrière la tristesse? D'être assuré, d'attirer l'attention. Écouter, c'est d'être consolé. Ah oui, d'attirer la main. Écouter, consoler. C'est d'aller chercher la possibilité de se faire entourer. Quand j'ai été thérapeute, j'ai pu remarquer parfois et croiser sur mon chemin des personnes qui n'avaient pas fait le deuil de certaines personnes, que ce soit leur femme ou bien autre personne qui était partie, parce qu'ils étaient restés seuls avec ça. Et du coup, cette tristesse ne s'était pas dissipée, parce que le deuil, il faut un temps conséquent, mais nécessaire pour que la tristesse se dissipe, et elle s'était transformée en dépression. Parce que je me rappelle d'un monsieur qui avait perdu sa femme, et effectivement, il pleurait seul le soir dans sa chambre, il ne pleurait pas avec ses enfants, pour les protéger. Il n'allait pas voir ses amis parce qu'il disait de toute façon, je ne suis pas une bonne compagnie. Donc, j'irai quand j'irai mieux. Et en fait, il était tombé en dépression. Donc, c'est faire comprendre aux enfants que toutes les émotions, c'est un capital extraordinaire pour avancer dans la vie, en étant en plus proche. Parce que si je n'exprime pas mes émotions, je ne suis pas proche des autres. En fait, je mets une image. Justement, j'ai une remarque ici ou une question. Est-ce qu'on peut parler d'être spontané comme équivalent d'agir en conscience? Être spontané comme agir en conscience. Je pense que la spontanéité ne peut arriver que si on est certainement libéré de certaines croyances sur soi et d'une conscience qui se libère. Voilà. Parce que sinon, on est sous contrôle tout le temps. Sinon, on n'aura pas, on peut être sûr que si on a des peurs en nous qui bloquent notre expression, on ne va pas exprimer de la spontanéité, c'est évident. Mais pour arriver à exprimer de la spontanéité, on n'est pas dans l'idée que, ah bah tiens, j'ai conscience de ça, donc je vais exprimer de la spontanéité. C'est vraiment parce que je vais me libérer. C'est comme l'histoire de la joie, en fait. Ça apparaît de fait. C'est une résultante. Peut-être plutôt que spontanéité, on pourrait dire authenticité. Oui, tu peux le dire comme ça aussi. Mais même l'authenticité, c'est pareil, ça ne se décrète pas. On ne peut le faire que si on a confiance. Confiance en soi d'abord, et après confiance en l'autre. Donc, il y a un chemin à faire. Ce que j'ai oublié de dire quand même aussi, qui est important dans ce travail avec les enfants, c'est que ce n'est pas uniquement des leçons qu'on leur fait. On ne fait pas de leçons. On les fait expérimenter. Ils travaillent en groupe. Ils travaillent à ressentir, à partager, à voir les différences entre eux, à pouvoir accepter que justement ces différences existent et que c'est ça qui fait qu'ils assimilent les émotions.
Puisque ça ne peut pas juste être une leçon intéressante qu'on va noter et qu'on va ranger dans un coin. Pour que ce soit intégré, il faut qu'il y ait de la pratique. Ce que l'on peut faire aujourd'hui, tous ensemble, là, dans nos chemins de vie, c'est donner envie aux autres, en fait. Parce que si on essaye de convaincre, on voit bien qu'à certains moments, alors quand les gens sont un peu en bascule, oui, on peut parler, on peut donner, mais quand on sent que c'est fermé, c'est pas la peine d'aller au conflit, c'est se dire, ben, vivons ce qu'on a à vivre, donnons-leur envie. Donnons-leur envie de venir sur ce terrain-là à un moment donné. Marie-Pierre. Je suis vraiment navrée. Toutes mes excuses pour le fait que le problème technique soit intervenu. Ça va, on s'en est remis. Voilà. Et je remontre ton livre, un grand merci Marie-Pierre. Et je remontre ton livre, celui-là. Franck, tiens, tu vas le prendre, tu veux bien. Parce que pour moi, dans ton livre, et me semble-t-il, c'est aussi ton message et ton énergie, je dis non pour mieux dire oui. Et après, je me consacre à construire le oui. Est-ce que c'est juste de le dire comme ça? Parce que si je passe mon temps à dire non, je suis dans le non. Oui, non, c'est non à ce que je ne veux pas voir arriver en moi et j'ai le droit de mettre les limites. Mais c'est vrai que si je sais dire un vrai non, je saurais dire un vrai non. Voilà, un vrai oui. Merci pour… Voilà, merci à vous. Ivan va nous proposer 5 minutes d'étirement. Alors attention, et de 5 détente. minutes, parce que si vous vous levez, ah non, partez pas. Si vous vous levez, après on aura un mal fou à vous faire revenir. Alors, est-ce que je peux compter sur l'intelligence collective que dans 5 minutes, vous êtes tous assis silencieux? Est-ce que je peux compter dessus? Oui, c'est juste 5 minutes de détente. Voilà. Alors donc, ceux qui veulent s'étirer, s'étirent, mais dans 5 minutes, on est tous et toutes assis. Voilà. Moi, je vais m'étirer.